Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de m'accueillir dans ce lieu cheval. Nous allons bien sûr aborder les raisons qui motivent ma candidature à la présidence de la Fédération française d'équitation à nouveau. Et à ce sujet-là, bien sûr, je m'y suis mis un peu tard, un peu plus tard en tout cas que mes concurrents. Les raisons sont très simples, c'est qu'aujourd'hui on est dans une situation sanitaire que tout le monde connaît bien, qui est très compliquée et qu'aujourd'hui vraiment le travail et tout mon temps est consacré à essayer de trouver les meilleures solutions pour qu'on puisse tous traverser cette crise sans trop de dégâts, sans trop de pertes et que nos établissements et caisses puissent le vivre le mieux possible en limitant le mieux possible les pertes d'activité. Alors c'est pas simple parce que tout le monde doit donner son avis, les ministères, les administrations, c'est très compliqué, personne ne veut prendre de décision, il faut faire 3 fois le tour des services ou des ministères ou des conseillers avant de pouvoir sortir quelque chose. En tout cas, l'équitation a eu cette chance extraordinaire et grâce à nos chevaux, grâce à nos poneys, de pouvoir sortir un protocole qui nous permette, quand il y a un confinement, parce qu'on n'est pas à la veille d'un 3e confinement, peut-être d'un 4e, donc il faut avoir pris les devants et on les a pris heureusement, mais lorsqu'il y a un confinement, de pouvoir continuer à accueillir nos propriétaires de chevaux, de pouvoir continuer à accueillir des cavaliers pour pouvoir nous aider à donner l'exercice physique suffisant des chevaux et des poneys. Donc tout ça, c'est aujourd'hui un vrai travail, c'est aujourd'hui ma priorité et je pense qu'aujourd'hui, c'est la priorité de la fédération de tous nous aider à sortir de cette crise le mieux possible, avec le moins de cas possible et de rebondir sur de vraies activités. Alors, avant de poursuivre et de rentrer dans les détails des différents sujets, je voudrais quand même réexpliquer ma motivation première. Et c'est l'état d'esprit qui fait que je souhaite à nouveau présider la fédération, et en tout cas l'état d'esprit qui m'a toujours accompagné. Le premier, c'est l'unité fédérale. Vous savez que l'unité fédérale, elle n'est pas très vieille, elle date de 2004 réellement. Elle a été le fruit d'un long consensus qui était à la fois basé sur la volonté de réunir les délégations de l'époque, mais appuyé par une autre volonté, c'est-à-dire de faire mieux, de faire moins cher, de faire plus pratique pour tous les clubs et pour tous les cavaliers. Donc ça a été long à réussir. Il y a toujours des tentatives d'éclatement, il y a toujours des groupes qui veulent sortir de la fédération, faire quelque chose en marge. Il y en a toujours qui essayent, d'ailleurs sans être dans la fédération, de satelliser un peu nos activités fédérales. Donc ce souci permanent de vouloir maintenir l'unité, il n'est pas du passé, il est permanent et dans toutes nos actions, il doit être présent. Et puis aussi, la division, elle est aussi à l'intérieur de la fédération. Vous savez, opposer la compétition au loisir, c'est une opposition que j'ai toujours combattue. Elle n'existe pas et il ne faut pas qu'on l'utilise. Opposer les clubs urbains aux clubs ruraux, c'est pareil, ça ne doit pas exister. Les grands clubs aux petits clubs, les différentes disciplines équestres, l'équitation, le bien monté et le mal monté. D'ailleurs, sur le bien monté et le mal monté, que j'entends encore régulièrement arriver des critiques en disant les gens montent que n'importe comment aujourd'hui alors qu'avant ils montaient tellement mieux. J'ai jamais entendu un grand cavalier ou un grand maître critiquer ses semblables. Il leur apporte des conseils, il les aide, mais il leur explique pas qui sont mauvais. Donc toute cette unité fédérale, elle est importante parce que nos vrais concurrents, nos vrais défis, ils ne sont pas à l'intérieur de la fédération, ils sont bien sûr à l'extérieur, ils sont dans le monde qui cherche, ils sont dans la société qui cherche de plus en plus à développer des activités économiques autour du loisir, et là le cheval il doit bien être uni, bien sûr pour être fort en interne, mais il doit être uni aussi pour pouvoir être un vrai interlocuteur vis-à-vis des administrations, vis-à-vis des élus, vis-à-vis du monde économique. Et en tout cas, c'est ce que est devenue cette fédération depuis les années où elle a été unifiée. Et c'est ce auquel je m'attache en permanence dans toutes les actions que je peux mener. Ensuite, il y a un autre combat que j'ai toujours mené et qui est toujours d'actualité. C'est celui de qui est la fédération ? Qui sont la fédération? Et là, les choses sont très simples. Vous savez que si on a eu, il y a quelques années, une vraie procédure, on a mis la fédération sous tutelle parce que, paraît-il, qu'elle était pas dans des conditions réglementaires, etc. C'est tout simplement parce qu'à l'époque, je défendais déjà la place des clubs au cœur de la fédération. On est la seule fédération où ce sont les dirigeants et les présidents d'établissements équestres qui maîtrise le vote de la fédération. Voilà. Et
Et ça, c'est un sujet qui m'a toujours préoccupé, que je défends toujours, parce que c'est fragile. La position, et d'ailleurs, on le voit bien dans les propositions, d'ouvrir la fédération à tout le monde, d'ouvrir à ce que chacun puisse se présenter à tous les postes de la fédération, c'est la porte ouverte à la fédération d'autrefois, qui était dirigée par des notables, qui était dirigée par des gens bien pensants, mais qui n'avaient jamais les pieds sur le terrain, qui n'étaient pas des responsables économiques et juridiques des établissements équestres. Et ça, c'est plus possible. Aujourd'hui, c'est au centre équestre, c'est aux dirigeants, aux présidents dirigeants ou aux professionnels dirigeants à l'établissement équestre d'être au cœur de la fédération et de décider ce qui est bien pour elle et de décider son avenir. Et puis, entre nous, un exemple que je prends souvent et que je présente tout le temps à tout le monde, si ce n'est pas les dirigeants équestres qui président la fédération, ça sera qui? Ça sera, vous croyez que pour les médecins, on va chercher un moniteur d'équitation pour présider le conseil de l'ordre? Vous croyez que les notaires vont chercher un moniteur d'équitation pour présider la chambre des notaires? Non, c'est vraiment au niveau départemental, au niveau régional, au niveau national, des gens qui sont sur le terrain, qui sont au quotidien face aux activités équestres, qui développent leur avenir, à décider ce qui doit être fait au sein de la fédération et en tout cas à l'administrer. Alors bien sûr, ça peut sortir des dirigeants parce que tous les gens qui sont impliqués, qui sont chefs de piste, qui sont organisateurs de concours, qui sont présidents de jury, etc., et qui ont un vrai passé, une vraie compétence, une vraie connaissance reconnue, c'est ce qu'on appelle les spécifiques, et bien ceux-là aussi ont leur place, et en tout cas, je leur ferai l'ouverture nécessaire pour qu'ils y parviennent. Mais n'oubliez pas, la fédération, c'est pas une fédération de consommateurs, c'est une fédération qui rassemble des groupements équestres. Les groupements équestres, c'est quoi? C'est un personnage, un président ou un dirigeant professionnel, c'est des installations, c'est des équidés, c'est des cavaliers, et ça forme un groupement équestre, et notre fédération, c'est un rassemblement de groupements équestres. Voilà, ça c'est vraiment les deux éléments qui sont toujours sous-jacents à toutes mes actions et à toutes les mesures que je peux prendre en faveur de l'équitation, ou en tout cas ce qu'a aussi en tête toute mon équipe pour pouvoir administrer et faire progresser l'équitation et la fédération. Alors après, il y a des grands sujets. Il y a aussi, bon, ça c'est mon état d'esprit, c'est ce qui fait que mes décisions sont orientées avec ces deux éléments-là. Mais après, il y a des grands dossiers qui sont devant nous. Et ces dossiers-là, c'est pas des gadgets. Je vais pas faire du marketing sur des petites mesures pour pouvoir changer à la marge telle ou telle chose. Non, aujourd'hui, le grand défi, c'est de traverser la crise, c'est de savoir quelles mesures on peut apporter pour que les établissements équestres ne restent pas en rade. C'est de pouvoir demain rebondir dans de bonnes conditions. C'est d'apporter une communication, c'est d'apporter des mesures pour que les centres équestres ne meurent pas. Donc là, vraiment aujourd'hui, le travail, parce que la crise, elle n'est pas finie au mois de mai, parce qu'il y en aura la moitié de la population vaccinée. Ça va durer beaucoup plus longtemps. Il faut s'imaginer que 2021, voire peut-être début 2022, on sera sous des contraintes dues à la crise sanitaire. Donc vraiment, cette période-là, elle est essentielle parce que c'est l'avenir de nos activités, c'est l'avenir de l'équitation. En sortir dans de bonnes conditions, c'est déterminant pour l'avenir. Alors je voudrais dire qu'on a commencé déjà, puisque vous avez pu l'observer, l'été dernier, on a fait une vraie campagne, et à la rentrée, une vraie campagne de communication qui a porté ses fruits. Le fait qu'on ait un sport avec une distanciation sociale évidente, qu'on ait une activité de nature, et la campagne de communication qu'on a fait à la rentrée, ça a porté ses fruits, ça a permis d'avoir une progression à la fédération de 12% de licenciés. C'est pas neutre, toutes les fédérations, ils ont perdu 10, 15, 20, 30% pour certaines de sportifs. L'équitation, elle a permis de sortir son épingle du jeu à cette période-là. Bon, et après il y a eu le confinement de novembre, mais en tout cas, le travail de la fédération, aujourd'hui, il est vraiment orienté sur la traversée de cette crise le mieux possible. Le deuxième sujet, c'est d'autres dossiers. C'est des dossiers qui traînent depuis longtemps, qui conditionnent beaucoup l'activité, qui conditionnent beaucoup l'économie des établissements équestres. C'est celui de la TVA, parce que c'est un dossier que je connais depuis longtemps. C'est un dossier que je suis depuis des années et des années. C'est un dossier pour lequel j'ai
tisser un tissu de relations, un tissu de connaissances pour pouvoir à chaque fois expliquer pourquoi la TVA plein pot dans les établissements et caisses, c'est nuisible à la fois pour l'activité, mais aussi pour les caisses de l'État et aussi pour la bonne santé de nos activités. Et ça s'invente pas. Ça se passe au niveau français, bien sûr. Il faut que les gouvernants soient toujours bien prévenus, bien en connaissance de ce dossier-là. Pareil au niveau européen, mais pas seulement au niveau européen, aussi d'autres pays européens. Il faut aller voir les gouvernements des autres pays européens, voir les fédérations des autres pays européens pour leur dire « vous devez réclamer une TVA à taux réduit, vous payez une TVA forte, etc. » et déclencher des besoins un peu partout en Europe. C'est ce que je fais depuis des années, dans l'ombre bien sûr, ça me prend un temps considérable. Des fois, on dit souvent bah, « tiens, je suis souvent en rendez-vous, en déplacement, pour pouvoir justement mieux communiquer et mieux faire connaître ce problème de TVA latent. » Alors pourquoi ça n'a pas été fait jusqu'à présent? Les choses sont simples. La directive TVA devait être réformée en 2019. En 2019, ça a traîné, il y a eu les élections européennes, le dossier est passé à la trappe. Beaucoup de pays ne voulaient pas aborder non plus la réforme de la directive TVA parce que c'est tellement facile de dire c'est pas moi, c'est l'Europe qui nous impose de faire des taxations à ces taux-là. Donc la directive TVA, elle était justement prévue pour mettre un peu de souplesse dans les applications de taux de TVA. Donc ça, c'est passé. 2020, la crise sanitaire est arrivée. Peu question de parler de la TVA. Aujourd'hui, on est sous la présidence portugaise. Derrière ça, on va avoir la présidence estonienne et ensuite la présidence française. Donc c'est le moment de préparer nos élus, les responsables nationaux et les responsables français élus à la Commission européenne, mais pas seulement, aussi tous les autres qu'on peut toucher autour, les différents commissaires des différents pays, pour que fin 2021, 2022, on puisse rattaquer le problème de la TVA. Et ça, c'est vraiment un sujet que je pense bien maîtriser, sur lequel on a déjà eu des vrais résultats. Je pourrais vous expliquer longtemps les raisons pour lesquelles on est en 2005 passé à une TVA réduite, et ensuite la chance extraordinaire qu'on a eue de pouvoir garder une TVA réduite sur les équipements et sur l'utilisation des installations sportives. C'est pas arrivé par hasard. Personne nous a aidés là-dessus. Tout le monde nous a accompagnés, bien sûr. Tout le monde court vers le succès. Et en tout cas, c'est vraiment un dossier que j'entends mener jusqu'au bout. Ensuite, il y a un autre dossier. La crise sera derrière nous. Ça sera fini. Il sera temps de réactiver toutes nos idées, de réactiver tous nos services, il sera temps de replacer l'équitation dans son rôle d'activité de loisir, propice à la santé, propice au bien-être des individus. Il sera temps de remettre le cheval au cœur de nos préoccupations pour qu'on lui assure le bien-être, pour qu'on ait une vision vis-à-vis de l'animal qui soit toujours positive, pas simplement entre les cavaliers, parce que ça c'est facile, mais dans la population, parce que l'équitation, si elle veut survivre, si elle veut se développer, si elle veut conquérir des conciliations et des éléments avec les uns et les autres, des budgets départementaux, des budgets régionaux, un budget national pour aider telle ou telle action. Mais il faut que l'équitation soit populaire. Si vous êtes populaire, vous n'êtes pas écouté. Si on veut que les clubs marchent bien, il faut que l'équitation soit populaire. Donc mon travail de popularité de l'équitation, que j'ai toujours mené, j'entends bien le faire redéployer avec beaucoup de force dès que la crise sera derrière nous, de façon à ce que l'équitation soit pris comme un sport à part entière dans toute la concurrence sportive qui s'offre de toutes les fédérations et de tous les parcs de loisirs indoor ou outdoor que l'on voit fleurir partout. Et il faut être vigilant. Il faut chacun, nous, dans nos clubs, il faut qu'on le soit. Il faut qu'on soit bien organisé. Il faut qu'on fasse un bon travail. Il faut qu'on fasse de la qualité, parce que les gens doivent comprendre qu'on est les fermes d'hier, qui sont à proximité des villes, qu'on fait autre chose que de délivrer du loisir basique. On est dans une activité souvent que je décris comme ludo-pédago-nature. C'est quoi? On offre du plaisir, on offre des loisirs, on offre un apprentissage vers un univers que les gens ne connaissent pas, et puis ensuite on est au contact de la nature, on est au contact des animaux. C'est ce que la société d'aujourd'hui demande, donc on doit vraiment être dans ce créneau-là, sans faire des phrases sans fin pour expliquer tous les thèmes. Les thèmes, ils sont très simples. Venez chez nous, il y a du bon air, il y a de la nature, il y a des animaux, et vous allez passer des bons moments.
Après, il y a un quatrième dossier qui est important et vous le vivez tous aujourd'hui, c'est la compétition. Aujourd'hui, la compétition s'est pratiquement écroulée, elle n'existe plus. Heureusement, on a pu tirer un certain nombre de compétitions pour que les pros restent à la pointe de leur entraînement, qu'ils puissent continuer à faire des concours, mais enfin, ça marche quand même sur deux pattes. Donc, il est bien évident que les grands organisateurs, ils sont prêts à redémarrer parce que c'est leur fonds de commerce quelque part. Donc, eux, ils ne vont pas s'arrêter, ils attendent, et s'ils traversent la crise dans de bonnes conditions, ils seront prêts à redémarrer pour relancer la compétition. Mais ça ne suffit pas, il y a tous les petits organisateurs qui se découragent, qui disent c'est fini, nous on ne va pas en réorganiser, etc. Donc il va falloir les stimuler, il va falloir les relancer pour que la compétition reprenne. Elle a toujours bien fonctionné, la compétition. Elle s'est toujours développée en termes d'engagement, en termes de cavaliers, en termes d'organisation de concours. Et bien, il faut qu'on retrouve cette bonne croissance-là parce que la compétition, c'est aussi notre fer de lance à la fédération. Et je voudrais dire vite un mot parce qu'il y a ceux qui sont contre la compétition et ceux qui sont pour. Ben non, la compétition, c'est à l'équitation ce qu'est la recherche à l'industrie. On ne peut pas s'en passer. C'est celle-là qui fait faire des progrès à l'équitation. C'est celle-là qui fait faire des progrès à la cavalerie, au matériel, aux équipementiers qui innovent et qui nous proposent du nouveau chaque année. Donc la compétition, elle a sa part importante. Et puis ensuite, là je m'adresse à ceux qui sont contre la compétition. Vous ne l'êtes pas parce que vous faites tous de la compétition. Quand vous montez sur votre cheval, vous voulez être meilleur que la veille. Donc vous avez un challenge sur ce que vous êtes, sur ce que vous faites pour pouvoir progresser. Donc on est tous dans ce schéma de progrès et la compétition, c'est le mot générique qui entraîne ce progrès et qui entraîne ces améliorations-là. Et puis il y a un quatrième dossier, bien sûr, il est évident, c'est les Jeux Olympiques de 2024. On ne peut pas passer à côté de l'utilisation des Jeux Olympiques pour valoriser notre image, pour valoriser notre sport. Alors les équipes de France, les grands cavaliers, le planning de travail, les entraîneurs, les coachs, toute l'équipe technique, elle est prête, elle est en place. Et je dois dire qu'on est une des seules fédérations à ce titre-là qui est pilotée par une femme, Sophie Dubourg, qui a fait excellemment bien son travail jusqu'à présent, qui a eu les résultats qu'on connaît à Rio, qui sont des résultats du siècle, et qui fait briller nos équipes de France sur tous les grands terrains de concours. Donc celle-là, il faut la préserver, il faut la cajoler, il faut l'accompagner, il faut lui trouver les moyens, parce que tout ça, ça coûte cher, et c'est un passage obligé. C'est nous tous, avec l'effort qu'on fait dans les clubs, et ensuite la bonne gestion de la fédération, qui permet de financer nos équipes de France pour briller à l'international, pour briller dans le monde entier, pour pouvoir vendre des chevaux, pour pouvoir vendre du matériel, pour vendre l'équitation française dans le monde entier. Et derrière ça, c'est toute la filière qui en profite. Alors, je voudrais dire que sur ce volet des Jeux Olympiques, comme vous le savez, très rapidement, je vais vous rappeler l'histoire. Lorsqu'on a débuté la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques, on a proposé Versailles. C'est un écrin exceptionnel connu dans le monde entier et il n'y a pas un pays qui avait un si beau site pour pouvoir organiser une partie des Jeux Olympiques. Mais quand on a proposé Versailles, on a proposé aussi le fait d'avoir dans le parc du château un terrain qui permettrait d'organiser des grandes compétitions régulièrement avec des organisateurs qui voulaient s'y investir, etc. Et il y en avait. Tout ça, tout le monde était d'accord, à 100 à l'heure, il fallait y aller, etc. Et puis, au fur et à mesure où les mois ont passé, il était toujours question de faire les Jeux Olympiques équestres dans le château de Versailles, mais de ne plus rien laisser, de ne plus avoir d'héritage, alors que des élus, tous les jours, nous parlent de bel héritage des Jeux Olympiques, et de ne plus avoir une compétition qui réponde aux demandes de la société aujourd'hui, qui sont le développement durable, qui sont l'empreinte carbone minimum, qui sont des économies d'organisation pour que beaucoup d'autres pays puissent avoir un modèle et les organiser aussi à leur niveau. Donc tout ça, ça a disparu. On nous a dit, ben non, on va tout monter, on va tout démonter. Il faut se rappeler que les Jeux de Caen, ça a coûté 80 millions. Les Jeux de Londres, olympiques de Londres, ça a coûté 75 millions de livres et que Versailles, ça coûtera une centaine de millions. Donc moi, ça me fait mal. Ça me fait mal qu'on dépense tant d'argent pour faire des Jeux olympiques dans un endroit où il ne restera rien. Mais voilà, c'est la volonté du CIO, c'est la volonté du comité d'organisation. Moi, j'ai défendu tous les autres espaces qui pouvaient accueillir les Jeux olympiques parce que n'importe quel autre endroit qui serait dédié au cheval sera mieux parce qu'il en restera quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est Versailles. On va faire avec, bien sûr, on va s'y donner à fond parce que c'est l'image de l'équitation qui va en rester et on va essayer d'avoir un maximum de compensation pour pouvoir justement faire vivre l'équitation
Ces prochaines années, on va parler beaucoup de sport, on va parler beaucoup des lieux de pratique, etc. Et ben, je veux que l'équitation en profite avec sa particularité, la nature, les animaux, le fait de pouvoir monter de 4 ans à 80 ans sur le dos de nos chevaux. Donc ça, on va utiliser ce tremplin des Jeux Olympiques le mieux possible, à la fois pour préparer nos équipes de France, pour préparer la bonne compétition et pour développer la compétition dans notre pays et améliorer, toujours améliorer l'image du cheval. Donc tous ces éléments-là, c'est des éléments qui me tiennent à cœur parce que ça fait longtemps que je travaille dessus, parce que je les ai initiés pour la plupart, parce que je les ai conduits à travers la transformation de la fédération que l'on a fait depuis maintenant les années 2000. Et cette fédération que vous connaissez aujourd'hui, parce qu'il y en a qui n'ont pas connu l'ancienne, elle n'existait pas avant. C'est vraiment une fédération qui est là et qui est le fruit d'une volonté de toute une équipe qui a les pieds sur le terrain, qui a les pieds sur les terrains de concours, qui sont des cavaliers émérites, etc., et qui ont façonné cette fédération comme on la connaît aujourd'hui, sur des mots simples, parce qu'aujourd'hui, on est dans les superlatifs à tous les niveaux, mais moi, les mots sont très simples. Ça doit être quoi une fédération pour les clubs? Ça doit être quoi une fédération pour les cavaliers? Elle doit être simple pour s'y retrouver tous, et elle doit être utile. Voilà, donc ça, c'est aussi ma marque de fabrique avec toute mon équipe que l'on soutient sans arrêt. Quand on propose une action, quand on propose une nouveauté, quand on innove, il faut que ça soit simple et il faut que ça soit utile pour tout le monde. Et comme je dis souvent, il ne faut pas que les cavaliers se sentent écartés de tout ça parce que je dis que ce n'est pas une fédération de consommateurs, mais une fédération d'établissements, de groupements équestres, parce que ce qui est bon pour un établissement équestre, ben c'est forcément bon pour les cavaliers. C'est forcément bon pour le développement d'équitation. Donc le cheminement, il est très simple. La fédération travaille pour ces groupements équestres, qui travaillent pour l'ensemble de ces cavaliers qui sont bien sûr les plus proches d'eux. Voilà les différentes motivations. Et puis alors, j'en ai d'autres. Parce que j'aurais très bien pu passer la main. Dans mon équipe, il y a des gens émérites qui ont dirigé des régions avec brio, avec compétence, qui sont des dirigeants de terrain, qui ont développé des activités équestres, qui ont organisé des concours et des grands concours, qui ont développé de la communication autour de leurs différentes fonctions bénévoles. En marge de toute leur activité professionnelle. Et je les aurais volontiers accompagnés, aidés pour qu'ils reprennent le relais et pour que moi, avec beaucoup de satisfaction, j'assure une vraie transition de nos activités qu'on a développées à la Fédération depuis maintenant plusieurs années. Mais voilà, ça n'a pas été le cas parce qu'il y a eu 2 candidats qui se sont présentés et mon équipe m'a dit il faut que tu y retournes parce que vraiment on entend tout et n'importe quoi et c'est pas possible de confier l'avenir des travaux qu'on fait depuis si longtemps à une telle aventure. Alors les 2 candidats, je vais vous en parler rapidement, bien sûr qu'ils m'ont motivé à y aller parce que j'entends tellement d'erreurs, tellement de fausses déclarations, une absence complète de savoir lire un bilan et de savoir interpréter les comptes de la fédération, une utopie comme si demain tout le terrain allait être en effervescence pour tous travailler les uns chez les autres. Tout ça, c'est une vue de l'esprit. D'un côté, on a un candidat qui est un professionnel avec des qualités parce que lui, il a un terrain, lui, il engage sa responsabilité, lui, il signe des chèques, lui, s'il fait des erreurs, il va aller au tribunal. Donc, il a au moins ce mérite et cette vertu-là. Mais voilà, la fédération, ce n'est pas qu'un clan de professionnels. C'est aussi beaucoup d'associations. C'est aussi un développement de nos activités éducatives et sportives. Et comme j'ai eu l'occasion de lui expliquer, je lui dis, mais attention, avant d'être des dirigeants de club, avant de vouloir administrer la fédération, on est des éducateurs. Il ne faut jamais l'oublier. C'est ça notre grande force. On est des éducateurs et on est des sportifs. Et des éducateurs et des sportifs en plus, ça doit être meilleur tous les jours. Et c'est ça notre vérité. C'est pour ça que les gens viennent chez nous. Après, bien sûr, il y a de l'économie. Il faut se donner les ambitions, il faut donner les moyens de nos ambitions. Donc cette économie-là, il faut la maîtriser. Donc on est d'abord des éducateurs, on est d'abord
on est ensuite des sportifs et ensuite on est des économistes et c'est comme ça qu'on fait avancer l'équitation, mais pas le contraire. Si on met l'économie en tête de liste, ça peut pas aller. Si on nous explique qu'il faut unifier les prix parce que l'équitation est sous-payée, ben non, on est dans un pays où l'entente illicite sur les prix est punie par la loi. Donc bon, et puis je vous pourrais faire tout le catalogue comme ça. Il y a trop de propositions qui sont complètement utopiques, qui font plaisir à certains parce qu'ils les prennent au premier degré, mais qui sont pas réalistes. Et puis ensuite, on a une candidate. Alors la candidate, je la connais depuis longtemps, j'ai été son employeur. Je sais ce qu'elle est capable de faire, hein, ça, mais je ne vous en parlerai pas parce que je veux rester gentil. Mais notre candidate, c'est un bébé des haras nationaux. Sa culture, c'est les haras nationaux. C'est l'administration des haras qui a capoté depuis quelques années. Donc sa vision, c'est le retour à une administration excessive, pas de la fédération, mais d'une manière décentralisée, comme les haras nationaux autrefois. Il y avait des circonscriptions, avec chaque petit baron dans son hara était le maître de son territoire. Non, c'est pas sérieux. Et je pourrais vous sortir plein d'exemples qu'elle nous présente avec beaucoup de capacités de marketing, avec beaucoup de blabla autour, avec beaucoup de papier d'emballage qui enveloppe du vide. Et donc ça, ces deux candidats-là, ils m'ont en plus de ça bien motivé. S'il y en avait un des deux qu'on avait tous senti capable de repartir, on l'aurait soutenu, on l'aurait accompagné et on serait avec lui aujourd'hui. Et puis ensuite, il y a l'équipe. L'équipe, elle est indispensable. Le président tout seul, il ne fait que de représenter un peu son équipe. Mais l'équipe qui doit être en place, qui doit accompagner, il faut que ce soit une équipe éclectique qui a réussi, qui a montré ses preuves, qui est sur le terrain, qui est compétente et dont les compétences sont revenues. Donc aujourd'hui, on est face à deux candidats qui, à mon avis, sont loin de pouvoir porter la fédération plus loin qu'elle est aujourd'hui. Ils sont plutôt sur une fédération du passé, faite sous couvert d'un langage moderne, mais en tout cas sur des concepts anciens. Donc voilà toutes les raisons pour lesquelles je repars sur cette nouvelle mandature de la fédération. Et puis, je voudrais arriver maintenant, parce que je vais répondre à vos questions. Hein, vous pouvez poser vos questions par le site sur lequel je m'adresse à vous. Les projets, ben, j'en ai plein de projets, bien sûr. J'ai des petites actions ciblées sur la formation, sur les labels des établissements EQUES, sur la compétition, sur la décentralisation, sur la façon dont on peut ouvrir la fédération tout en la gardant dans le giron de ceux qui la font, etc. Il y en a plein. Ils seront sur mon site, ils vont être présentés dans les semaines qui viennent. Je n'en parle pas plutôt qu'il le faut, parce que dès que j'ai une bonne idée, je vois qu'elle apparaît autrement, sous des couverts différents. Et puis ensuite, je voudrais aussi dire que, bien sûr que j'ai regardé les projets des candidats de près. Mais là aussi, j'ai été surpris, parce que tout ce qu'ils nous proposent, c'est des choses qui sont déjà en place, qui sont déjà faits par la fédération. Alors peut-être qu'on ne vous en parle pas assez, mais la fédération, ce n'est pas un menu. Vous ne devez pas tout prendre, vous ne devez pas tout manger à la fédération. C'est une carte, vous devez choisir ce qui vous convient. On a 32 disciplines, on a une gamme d'établissements très différents, entre les petits, entre les poney clubs, entre les cheval clubs, les écuries de propriétaires, les écuries de compétition, le tourisme équestre. Donc la fédération, elle se doit de vous proposer une carte avec des produits, avec des services pour toute cette population-là. C'est ce qu'on s'y emploie, et quand on voit aujourd'hui les propositions de mes deux concurrents, on se rend compte que tous ces sujets-là, ou tous leurs sujets, ont été puisés dans ce que fait déjà la fédération. Donc je reviendrai dessus, et là maintenant je suis à votre disposition pour pouvoir répondre aux questions de ceux qui le souhaitent. Bon, allez-y. Moi, je vais, en attendant que vous trouviez les questions, je vais parler de la décentralisation, parce que ça a l'air d'être un thème motivant pour des concurrents et des acteurs des organes déconcentrés d'aujourd'hui. Alors,
Il faut être très clair. Sur la décentralisation, moi je suis pour à 200%. La décentralisation, elle est indispensable. Mais je suis pour la décentralisation qui va directement dans les clubs. Hein. On est à l'heure d'Internet. Hein. Les intermédiaires, c'est terminé. Donc tout ce qu'on peut décentraliser directement dans les clubs, d'avoir une action directe, il faut le faire. Tout ce que les clubs peuvent obtenir directement de la fédération quand c'est elle qui décide, il faut le faire. Et c'est ce qu'on a réussi. Ensuite, il faut décentraliser tout le reste, mais pas en disant, pas pour supporter le slogan « décentralisons, décentralisons ». Non, pas pour le slogan, mais pour des raisons bien simples. La décentralisation, ça doit être plus efficace. Bien sûr, sinon c'est pas la peine. Ça doit être moins cher, bien sûr, sinon c'est encore nous qui payons en plus. Et puis ensuite, ça doit concerner tous les territoires de la même façon, parce qu'il n'est pas question d'avoir des services qui soient bien développés au nord et mal au sud, ou inversement. Donc là, la décentralisation, sachez bien qu'à chaque fois qu'on peut le faire, à chaque fois qu'on peut l'engager, on le fait pour qu'elle soit plus efficace, qu'elle soit moins chère et qu'elle puisse servir tout le monde de la même façon. Alors je veux dire... quand j'ai gratté un peu, parce que quand je rencontre les présidents de département, quand je rencontre des présidents de comités régionaux, bon, on parle un peu de ce qu'on peut faire, de ce que les uns et les autres. Et en réalité, à la fédération, on ne fait pas de grandes choses sans avoir concerté les présidents de région, en plus, bien sûr, du comité directeur de la fédération. Eh bien, en réalité, ce que je me rends compte, c'est que les présidents de région qui veulent plus de décentralisation, c'est plus de pouvoir qu'ils veulent. C'est plus de pouvoir pour pouvoir interdire, autoriser un concours, alors qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit d'interdire les gens de travailler et de faire une offre de compétition. C'est d'autoriser ou d'interdire l'obtention du 7e galop. Non, on en est encore aux années 90. Hein. Donc, non, ça, il faut l'éliminer, ça n'existe pas. La décentralisation, il faut toujours être pour. Mieux, moins cher, pour tout le monde. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Le retrait du droit de vote à près de la moitié des structures, ça contribue à maintenir l'unité fédérale selon vous? Alors oui, bien sûr. Bien sûr que c'est indispensable. Parce qu'il y a un principe fondamental dans une association, c'est l'égalité devant la cotisation. Une même cotisation donne les mêmes droits. Et si ça a été changé, sous l'autorité du ministère des Sports, ne l'oublions pas, c'est eux qui valident les statuts, hein, c'est pas moi. Avec d'autres éléments, mais en tout cas celui-là aussi. Ben, c'est parce qu'il y avait 2 cotisations et qu'on nous demandait de mettre toutes les cotisations au même tarif, 780 € pour tout le monde. Et c'est ce qu'on aurait pu faire. Et peut-être c'est ce qu'on devrait faire. Parce qu'une cotisation à la fédération, ça existe dans aucune autre. Hein. Quand vous avez pris 20 licences à 780 €, quand vous avez pris 20 licences, elle est payée. Elle coûte 0. Ça existe nulle part. Je vais prendre par exemple la fédération de judo comme exemple. Vous commencez à payer la cotisation, 1000 €. Et après, vous avez le droit de payer. En équitation, mais c'est incroyable. Vous payez 780 €, vous vendez 20 licences, et puis après vous gagnez de l'argent sur la vente des licences. Mais ça existe que chez nous, ça. Et ça, c'est une volonté qu'on a mis en place très tôt quand la fédération a été unie, et c'est la réalité. Donc moi, ce que j'encourage, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, une fédération, c'est le rassemblement de groupements IKES. Structure, personnage, structure, équidé, cavalier. Eh ben, est-ce qu'on est un groupement équestre quand on a moins de 20 cavaliers autour de soi? Même quand on est organisateur de concours, si on a besoin de bénévoles, et pour que ce soit des vrais bénévoles et pouvoir le justifier, ils doivent être licenciés. Donc franchement, on va travailler pour que tout le monde se retrouve dans une même fédération, davantage qu'aujourd'hui, avec une même cotisation, avec les mêmes droits devant une même cotisation. On laissera forcément une cotisation réduite parce qu'il faut savoir que ce n'est pas la division. Hein. En France, la fédération elle a plus de 9500 adhérents. Sur les 9500 adhérents, il y a 4000 vrais clubs ouverts au public, ou écuries de compétition, ou écuries de propriétaires. Le reste, c'est beaucoup des particuliers, c'est beaucoup des institutions qui ne veulent pas être dans les clubs et qui prennent une adhésion à 250 € directement à la fédération pour avoir les services. Donc, n'expliquons pas que c'est une grande division de la fédération. La preuve, la grande preuve, c'est que cette mesure, ça fait 2 ans qu'elle est en place et on a continué à voir davantage d'adhérents actifs et davantage d'adhérents simples à la fédération, et donc ça continue à réunir tout le monde. Mais en tout cas, ça
ça relève du fait que c'est ceux qui font vraiment développer l'équitation, c'est ceux qui savent réunir des cavaliers autour d'eux, qui doivent être les acteurs de la fédération de demain. Et ceux qui veulent y participer, ceux qui veulent venir, ceux qui veulent se présenter, ceux qui veulent être élus, bah déjà rassemblez chez vous, rassemblez vos 20 cavaliers minimum pour pouvoir avoir une cotisation à plein tarif. Que pensez-vous du programme de vos concurrents sur la formation, niveau d'entrée en formation, niveau des formateurs ? Alors écoutez, le concurrent du Sud, j'ai pas entendu beaucoup de choses, mais bon, lui, il est formateur dans l'âme aussi, parce que j'ai connu des gens qui travaillaient chez lui, et justement, il est sur cette base de faire valoir et d'améliorer les salariés de l'équitation qui sont dans les établissements équestres, parce que, alors chacun son modèle, parce que c'est un modèle, c'est un bon cavalier, c'est un bon organisateur de concours, il est très attentif à la qualité de l'équitation, il est très attentif aux soins aux chevaux, et tout ça, c'est des faits. Il est très attentif à la bonne satisfaction de ses propriétaires, de ses clients. Tout ça, c'est un facteur qui fait qu'on forme bien les gens qui travaillent avec nous, bien sûr. Essentiel d'ailleurs. Ensuite, la candidate, eh bien, écoutez, j'ai eu hier un petit rapport de tout ce qu'elle avait expliqué pour être candidate. Et je suis là aussi, je suis effaré parce que quand même, le projet de la candidate, c'est un projet vu par des formateurs pour les clubs. C'est-à-dire c'est un projet vu par des fournisseurs pour les clubs. N'oubliez pas que les formateurs, ceux qui forment, ils peuvent former, ils peuvent avoir des clients parce que nous, derrière, on les embauche, ceux qu'ils ont formés. Donc le fait d'avoir toute une démarche explicative, marketing, pour pouvoir vendre la formation, pour avoir des marchands de formation qui gèrent la fédération et qui viennent nous expliquer comment dans nos clubs on doit prendre cette formation en compte, c'est pas possible, c'est pas acceptable. La formation, elle doit être définie par les employeurs, par ceux qui font les emplois, par ceux qui font les activités. Alors ne me dites pas, ben, on va aller rencontrer les partenaires sociaux. Je les connais, ça fait des années et des années que je les pratique. Les partenaires sociaux, quand vous êtes sur le banc des partenaires sociaux, c'est quoi? C'est des employeurs d'un côté, là on en trouve, et c'est des salariés de l'autre côté. Depuis toujours, les salariés qui étaient de l'autre côté, c'est des profs de lycée agricole, c'est des permanents des centrales syndicales. Donc c'est pas avec eux qu'on imagine la formation de demain. Leur sujet, et d'ailleurs c'est un peu ce que j'ai ressenti dans le résumé de la formation hier, c'est finalement on va faire payer les clubs, ils ont des aides de l'État pour pouvoir prendre des gens en apprentissage, et ben ils vont payer un peu plus de formation, ils vont payer un peu plus de temps passé en formation de leurs salariés, ils les auront un peu moins, mais peu importe, etc. Donc tout ça, c'est pas acceptable, c'est du bon sens. Aujourd'hui, la formation, elle est sur ses rails. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la capacité d'avoir 2 ans de formation financée par les contrats d'apprentissage pour faire un accompagnateur, un animateur d'équitation. 2 ans. Et puis ensuite, on a encore 2 ans pour pouvoir en faire un moniteur d'équitation, un BPGEPS. 4 ans de formation. Vous ne croyez pas que dans la situation actuelle, si on utilise bien les moyens, ces 4 ans de formation, ça doit suffire. Faut savoir que le BP, c'est pas une thèse, hein. Le BP, c'est d'inculper les connaissances suffisantes pour qu'on fasse pratiquer l'équitation en sécurité. Voilà, c'est ça le BP. Après, son métier, on l'apprend sur le terrain. On l'apprend avec ses modèles. On l'apprend en faisant de la compétition, en s'améliorant à cheval, en ayant le ressentiment de son public. Alors aujourd'hui, il y en a qui se plaignent en disant « mais on ne trouve pas de moniteur, etc. » Oui, à la marge. Il faut quand même voir les choses tels qu'ils sont. Il y a des problèmes de moniteurs à la marge. Il faut savoir qu'il faut analyser notre métier, hein, et son empreinte sociétale. Parce que notre métier, c'est le samedi, c'est le dimanche, c'est le soir en semaine. Donc c'est un métier sur lequel on est bien disponible quand on est jeune. On n'a pas de problème d'aller travailler tous les week-ends, on n'a pas de problème d'aller travailler le soir jusqu'à pas d'heure, etc. Ça évolue quand on rentre dans la vie familiale avec un conjoint, avec des enfants, etc. Et c'est pour ça qu'il y a de la déperdition. Et notre métier, c'est un métier d'artisan. En réalité, on fait ce métier-là pendant quelques années, à part quelques-uns qui travaillent dans des gros clubs, qui travaillent dans des grandes exploitations équestres, etc., et qui trouvent leur chemin, qui trouvent leur voie, qui trouvent leur organisation. Le commun des établissements équestres, c'est des petits clubs avec un artisan, avec 1 ou 2 salariés, puisque notre moyenne de salariés, c'est 1,5 par établissement. Vous voyez, on est loin des grands problèmes de recrutement
recrutement de personnel. Donc la fédération, elle a mis en place cette formation d'animateurs, cette formation de moniteurs spécifiques. Elle encourage et elle soutient le BP pour plein de raisons, parce que c'est une garantie d'avoir un diplôme obligé pour pouvoir enseigner l'équitation, parce que ça permet pour des jeunes qui font ce métier-là de changer et de rebondir avec un diplôme d'État en allant dans les cursus universitaires. Donc nous, on protège tout ça. Et puis, cerise sur le gâteau, on a fait un CFA. Alors j'ai entendu, pas pour aider les creux, c'est pas pour aider les creux, le CFA qu'on a fait, ne vous trompez pas, c'est pour aider les clubs, bien sûr, c'est pas pour aider les formateurs, eux, ils sont payés, qu'ils fassent leur boulot, c'est pour aider les établissements équestres à avoir plus de facilité, à orienter le contenu des formations autant qu'ils le peuvent et à pouvoir leur apporter une gestion simplifiée. Donc aujourd'hui, tout est sur les rails, il y a bien sûr à améliorer, et puis franchement, il faut beaucoup travailler auprès des formateurs parce que toute la formation, elle dépend de là où on a été formé. Vous le savez bien tous. Vous avez embauché des salariés, vous avez recruté des moniteurs. Et bien là où ils ont été formés, là où ils ont été en apprentissage, ça conditionne leur compétences, ça conditionne leur qualité. Donc on doit travailler là-dessus, un meilleur accompagnement des tuteurs, un meilleur accompagnement des formateurs. Et je voudrais dire, il y a l'autre partie de la formation, mais là c'est les marchands de la formation payante. Hein. Et celle-là, elle commence à 5 000, elle finit à 25 000 en fonction des établissements. Tant mieux, c'est un marché, mais c'est rarement ces gens qui sont formés dans ces schémas de formation payante, parfois onéreuses, qu'on retrouve sur le marché du travail. Hein. Quand ils ont fini leur formation, ils partent sur autre chose. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est un effet sociétal. Et notre métier n'est pas n'est pas différent des autres. Il y a des problèmes de recrutement partout, il y a des problèmes de personnel partout. Aujourd'hui, la démarche envers l'effort a bien évidemment changé. Eh bien, c'est nous, employeurs, à être des modèles, c'est nous à encourager, à entraîner les gens. Et je vais vous dire une chose, c'est que le discours qui consiste à dire, parce que je l'ai entendu, et maintes fois par ces gens qui sont dans ces équipes-là, de dire il faut travailler moins et gagner plus pour être meilleur, ça ne marche pas, on le sait bien. On le sait bien, depuis les 35 heures, et maintenant on voudrait passer à 32, et on ne voudrait pas faire plus de tant d'heures de cours par semaine, etc. Donc on voudrait augmenter les prix des prestations. Tout ça, là on est dans un monde soviétique, hein. C'est pas la vraie vie libérale de notre pays. Donc voilà ce que je pense des projets de formation de mes conjoints. Pour ce qui concerne mon projet, je vous l'ai dit, on a déjà tous les outils, on va les développer, on va mieux informer les clubs, on va aller vers eux, on va améliorer les centres de formation, on va faire la promotion des métiers comme on a déjà commencé à le faire, de façon à former davantage d'encadrement. Aujourd'hui, on en est à peu près à 1 000 par an. Il faudrait, pour avoir davantage de choix, pour pouvoir résorber les fuites, parce que les fuites, ils ne sont pas différents d'ailleurs. Hein. Je prends souvent cet exemple. Vous savez que dans médecine, 80% des étudiants en médecine sont des femmes. Très bien. Mais 50% de ces femmes ne feront jamais leur métier. Donc, vous voyez, l'équitation, elle n'est pas différente de tous les autres métiers. Il faut savoir s'y adapter et il faut savoir travailler avec. Le sujet du parc équestre à La Motte revient régulièrement lors de discussions entre collègues. L'utilité et le coût du parc équestre, l'utilité et le coût du grand manège, les projets de développement du parc équestre. Merci de vos réponses sur le sujet. Alors, je comprends que le parc équestre fasse peur à des gens qui n'ont jamais dirigé un établissement. Hein. Ça, c'est tout à fait normal. Hein. Ceux qui ne savent pas gérer, parce que ce n'est pas en ayant un établissement équestre dans une boîte à lettres à Paris qu'on peut aborder la gestion d'un parc équestre comme il a été réalisé à La Motte. Donc ça, c'est évident que ça peut faire peur et qu'on trouve toutes les bonnes raisons de précaution pour dire, voyez, si je ne réussis pas, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de celui d'avant. Bon, le parc équestre, il faut savoir son origine. Son origine, c'est le Poney Club de France, avec une bande d'administrateurs de l'époque. Tous les ans, d'abord, on payait des loyers chers à Paris pour avoir nos bureaux à Paris. Ensuite, tous les ans, il fallait louer des terrains, louer des espaces, construire, démolir après, parce que tout ça, ça servait plus à rien et qu'on n'était pas chez nous, il fallait partir. Donc là, à cette époque-là, on a décidé, c'est fini, on ne veut plus être locataire, on veut être propriétaire. Voilà. Donc on a trouvé une propriété au centre de la France. Pourquoi à La Motte-Beuvon? Parce que c'est le centre de la France,
Parce que quand vous mettez votre cheval dans le camion, ben, il n'y a pas plus d'une journée de camion de partout des 4 coins de la France quand vous voulez y venir. Et ça a été une décision importante. Vous voyez, c'était le bien-être animal avant qu'on en parle. Les problèmes de transport. Et puis ensuite, on s'est dit, ben voilà, maintenant on va investir. Et on va investir quoi? Ben, on va investir ce que chaque année on dépense en location. Tout simplement. Donc aujourd'hui, s'il fallait que la fédération soit à nouveau à Paris, il lui faudrait des locaux qui coûteraient entre 2 millions et 3 millions et demi avec les charges de location. Parce qu'il faut des mètres carrés. Aujourd'hui, les bureaux, ils sont sur 3000 mètres carrés. Donc vous voyez, et tout est occupé. Donc il faudrait des mètres carrés. Et puis ensuite, il faudrait encore louer des terrains quand on fait une manifestation. Il faudrait encore démolir et rebâtir après chaque manifestation. Il faudrait louer des chambres d'hôtel et des restaurants quand on fait des formations, quand on fait des séminaires, quand on fait des congrès. Il faudrait relouer des espaces quand on fait les entraînements des équipes de France, etc. Donc le parc équestre, c'est une chance. Et d'ailleurs, vous m'avez toujours défendu pour pouvoir le porter là où il est. Vous m'avez toujours encouragé à le faire progresser. Je l'ai fait sans que ça coûte plus cher qu'un loyer, sans que ça fasse augmenter les prestations de la fédération. La fédération, elle n'a jamais augmenté ses licences depuis 1987, et ça, j'y suis pour quelque chose. Les engagements sont quasiment restés, les parts engagements restés au même tarif, à part quelques arrondis qui ont été faits, je ne sais plus à quelle période. Donc ça, c'est une réalité. Ce parc équestre a été fait sur les économies de loyer. Et aujourd'hui, eh bien, si j'ai une concurrente qui confond les amortissements et les travaux, ce n'est pas de ma faute. Hein. Quand vous voyez 4 millions d'amortissements dans les comptes, ben demain, vous n'allez pas en prendre 3 pour faire autre chose avec. Ce n'est pas possible, c'est des amortissements. Ils sont dépensés, ils sont amortis tous les ans. Donc là-dessus, zéro pointé, il faut apprendre à lire un bilan. Et puis ensuite, quand on voit qu'il y a 4 millions peut-être de charges de fonctionnement du parc, eh bien, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut regarder les recettes à côté. Parce que les 4 millions, ils génèrent des recettes. Si vous diminuez les charges, vous perdez les recettes. Et là, du coup, le parc, il coûte encore plus cher. Donc non, il faut avoir affaire à un entrepreneur pour gérer ce parc. Moi, en tout cas, je l'ai fait avec bonheur, avec une équipe qui tient la route, qui sait le faire fonctionner, qui sait bien accueillir les clubs, et de mieux en mieux chaque année. Il faut aussi savoir qu'il y a plus de 2000 clubs qui viennent chaque année au parc équestre. Donc c'est un vrai outil collectif. Il faut savoir que l'idée est simple au départ. Hein. L'idée est très simple. Alors, elle est peut-être trop généreuse, c'est de faire la maison de famille des cavaliers. Et c'est réussi. Il n'y a pas un endroit en France où on ne parle pas du grand rendez-vous du mois de juillet à la Motte. Donc ça aussi, ça a une vraie valeur. Ça a une valeur de communication, ça a une valeur d'unité et ça a une valeur de projet sportif pour que chacun dans nos clubs, on puisse mieux faire partager l'équitation. Et je voudrais dire à ce niveau-là, on entend dire que le parc équestre, il n'y a que 10% des cavaliers qui y viennent. Oui, mais bien sûr. Mais d'abord, ce n'est pas 10%, je vais vous l'expliquer tout de suite. Et puis, c'est 10% de compétiteurs. Hein. C'est ceux qui font pratiquement le tiers du chiffre d'affaires de l'équitation. Donc, il faut pas les négliger. Et puis, je voudrais dire, oui, alors partout, on nous dit, oui, il y a 10% de compétiteurs, etc. Non, on a plus de 600 000 licenciés à la fédération et on a plus de 160 000 licences de compétition prises. Ça veut dire 25%. Donc, si vous me demandez pourquoi je me suis engagé dans cette campagne, eh ben, d'entendre des mensonges se répandre sur le terrain depuis un an, ah ben oui, ça m'a fait un petit peu réagir et bouillir le sang. Donc, c'est pour ça que j'ai bien envie. Sur mon site, vous pouvez y aller, sergelecomte.fr. Je réponds à toutes ces questions. J'explique tout ce que fait la fédération. Peut-être que j'aurais dû le faire plus tôt, mais enfin, on est toujours ouvert. Et puis, les services de la fédération, ils n'ont rien à cacher à personne. Ceux qui veulent les renseignements, ils peuvent les avoir. Mais en tout cas, là, vous avez beaucoup de réponses sur mon site. Allez-y, parce que c'est les questions de tout le monde et elles ont un véritable intérêt pour bien comprendre comment fonctionne cette fédération. La prise en compte du bien-être des équidés dans sa globalité sera-t-il inclus dans vos futures actions? Alors, bah, des fois, quand on pose des questions comme ça, les bras me tombent, hein, c'est normal. C'est moi qui ai fait mettre les savoirs éthologiques à la fédération, qui les ai fait rentrer en 2004
Avant, on ne parlait pas d'éthologie et personne ne voyait comment on pouvait amener l'éthologie comme un enseignement possible. Donc, on a créé les savoirs éthologiques. On a transformé tous les galops avec du bien-être d'équidés dans chacun des galops pour pouvoir que les cavaliers ne soient pas simplement dessus, mais puissent savoir toute l'approche éducative qu'il y a autour pour que nos chevaux soient heureux. Parce que des chevaux heureux, ça fait des cavaliers heureux aussi. Ça compte, bien sûr que ça compte. Et puis ensuite, on a développé un nouveau produit qui a été repris par le gouvernement, qui a été expliqué et qui voudrait peut-être voir conseiller à tous les propriétaires du cheval sur le diplôme de détenteur d'équidés. Les choses qu'il faut savoir quand on a un cheval chez soi. Donc, le bien-être des équidés, c'est pas des mots, c'est pas des discours, c'est des actes. Et les actes, on les a conduits et on va continuer à les développer. Autre question ? Pensez-vous vraiment que servir les centres équestres, c'est le rôle d'une fédération sportive? Ce n'est pas plutôt le rôle d'un syndicat professionnel? Là, il ne faut pas être dans le métier depuis longtemps pour poser une question pareille. Excusez-moi, mais la fédération, elle doit s'occuper de tout ce qui concerne le cheval. L'union fait la force. Avec le GHN, on n'est pas trop. Le GHN s'occupe du social, la fédération s'occupe de l'économie, la fédération s'occupe des activités et aussi de l'économie. Et on n'est pas trop, parce que les bonnes volontés, après les élections, il n'y en a pas partout. Hein. Il faut y consacrer du temps. Et moi, j'y consacre beaucoup de temps, et bénévolement, parce que c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour mon club, c'est bon pour vos clubs, donc c'est bon pour tout le monde. Oui, la fédération, c'est forcément une fédération de clubs. C'est forcément une fédération d'établissements équestres. Les cavaliers étant la conséquence des services qu'on apporte aux établissements équestres. Quand allez-vous présenter cette équipe? Bientôt, l'équipe est prête, elle est de qualité, elle est dans l'action, elle est performante parce qu'elle a réussi ses ambitions professionnelles personnelles, elle a réussi ses ambitions sportives pour les athlètes de haut niveau. Elle a développé le tourisme équestre pour ceux qui sont spécifiques du tourisme équestre, et pas simplement pour eux, mais aussi pour les autres. Donc mon équipe, bien sûr, je ne vais pas la garder cachée au fond de ma poche. Hein. Vous la saurez dès qu'on aura défini les conditions avec les autres candidats de la façon dont va se dérouler la campagne électorale qui, normalement, ne devrait commencer que maintenant. Pas il y a 1 an et demi, parce qu'il y a 1 an et demi, il faut vraiment être au chômage pour avoir eu le temps de le faire. Hein, ceux qui travaillent pour les biens de l'équitation, ceux qui travaillent pour assurer leur quotidien et qui ne touchent pas de chômage derrière, ils ne pouvaient pas faire campagne. Donc la campagne officielle de la fédération doit commencer prochainement. La candidate prévoit de rémunérer les élus. Qu'en pensez-vous? Alors, je me rends compte qu'aujourd'hui, la candidate, elle est quand même beaucoup plus modérée sur les prétentions. Parce qu'il y a quelques mois, elle disait, oui, mais à la fédération, il y a 300 000 € pour payer les élus. Les 300 000 €, elle ne les a pas inventés, elle a bien calculé. Là, du coup, elle a su calculer. Parce qu'il y a une loi qui précise, en fonction du chiffre d'affaires de l'association, combien peut être payé un élu. Et pour la fédération, c'est 100 000 € par élu. Oui, c'est pas rien, hein, 100 000 € par an. Et elle peut en payer 3 comme ça. Donc il y a quelque temps, elle expliquait qu'il y avait 300 000 € pour payer les élus. Moi, avec moi, il n'y a jamais rien eu pour payer les élus. Hein. S'il y avait eu 300 000 € en trop pour faire quelque chose, on les aurait bien sûr consacrés à autre chose. Moi, je dois dire que j'ai toujours été bénévole. J'ai jamais eu de carte bleue de la fédération. J'ai jamais eu de voiture de la fédération. J'ai jamais eu de secrétariat particulier de la fédération. Donc, je suis pas dans cette démarche de dire j'arrive, je veux être payé parce que je vais y consacrer mon temps. Mais oui, je suis assez déçu de cette mesure que j'ai fait prendre parce que je regrette d'avoir mis dans les statuts la possibilité de payer les candidats parce que ça donne des ailes aux opportunistes qui vous expliquent qu'ils vont faire 2 mandats, qu'ils vont être bien payés pendant 2 mandats, puis qu'après ils vont faire autre chose. Eh bien, ce n'est pas la conception que j'ai de la gestion de cette fédération. Voilà, écoutez, il n'y a plus de questions. En tout cas, allez sur mon site, parce que là, il y en a des dizaines et des dizaines. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie. Si, encore une ? Qu'envisagez-vous
pour le tourisme équestre? Ce que j'envisage pour le tourisme équestre, alors comme ça a été déjà bien repris et que j'explique depuis longtemps, le tourisme équestre, c'est deux populations. C'est une population professionnelle dont on s'occupe assez bien, dont il faut amener davantage de services, de communication, d'édition de guides, de présence à l'étranger, parce que les cavaliers européens aiment bien venir randonner en France et donc il faut bien aider à développer cette démarche-là. Mais c'est aussi une population de cavaliers autonomes. J'allais dire indépendants parce qu'en France, personne n'est indépendant. Hein, ça se saurait s'il y avait des gens, s'il y avait des territoires indépendants en France. Non, des cavaliers autonomes qui ont leurs chevaux chez eux et il faut leur amener un plus pour leur permettre de se regrouper, pour les former, pour leur apprendre d'ailleurs les petits renseignements ou les petites consignes utiles pour la détention d'équidés, sur la bourrellerie, sur la maréchalerie, etc. Là, on a un vrai travail à faire et c'est pour ça que je voudrais que les CDTE puissent à nouveau, alors que ça nous a été interdit, ce n'est pas nous qui l'avons décidé, à nouveau délivrer des licences justement pour rassembler tous ces cavaliers autonomes qui sont dans les départements, faire des activités de proximité pour pouvoir les développer, pour pouvoir mieux les animer. Et bien sûr, et après, il y a des tas de petits services qui iront avec pour pouvoir le permettre, avec une... je veux pas utiliser, il y a des mots que je ne veux plus utiliser parce que tout le monde les utilise à tort. Vous voyez, j'allais dire avec un expert local. Ben non, dès qu'on parle de quelque chose avec les autres candidats, on va demander à un expert. Ben non, l'expert c'est nous, ou alors on n'existe pas. Hein. Donc, ça sera des gens spécialisés, référents du département, qui permettront de mieux soutenir le comité départemental de tourisme équestre, mais pas des gens payés avec une voiture et puis un salaire à la fin du mois. Hein. Bien sûr, tous les bénévoles qui veulent s'y employer, il y en a beaucoup qui veulent le faire. Bien, on finit sur les questions parce que... Hein, vos concurrents reprochent un manque de démocratie et de transparence à la FFE. Que leur répondez-vous? Bon, ben, je termine sur la démocratie et la transparence. On en entend moins parler d'ailleurs, parce que la vérité c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, on a la fédération la plus démocratique de toutes les fédérations sportives. On est quasiment la seule des grandes fédérations où c'est les clubs qui votent. 5000 électeurs. Dans la plupart des autres fédérations, c'est 80, 100, 200 électeurs, des grands électeurs qui viennent de partout. Quand on les réunit, on les reçoit bien et ils font l'élection. Donc la Fédération française d'équitation, 5000 ou 4800, quelque chose comme ça, c'est vraiment une démarche démocratique. Et d'ailleurs, c'est dans la démarche voulue par le département. C'est pas pour ça que je le défends, hein, parce que les gouvernements, ils nous font faire des fois des choses bien et puis des fois des catastrophes. Ça, on le sait bien. Moi, j'ai connu 18 ministres des sports. Je vais vous dire, je pourrais en faire un roman. Non, non. La détermination, c'est que ce soit les clubs qui votent, personne d'autre. Et ce vote des clubs, c'est une vraie démocratisation d'équitation. Et puis la transparence, il faut se donner les moyens quand on veut savoir. Il faut pas simplement, comme ça, avoir une vue critique de l'esprit. Les comptes de la fédération sont ouverts à tous les adhérents. Chaque adhérent de la fédération peut venir, pas les licenciés, hein, j'entends bien, les adhérents, peuvent venir à la fédération, réclamer les comptes, réclamer les dossiers, réclamer les documents. Voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Faut-il vouloir le faire? Voilà. Donc, parmi les candidats actuels, il y en a qui l'ont demandé. Hein, ils ont eu la réponse. Ils se sont bien gardés de se déplacer pour pouvoir observer et trouver ce qu'ils souhaitaient trouver. Voilà. Alors écoutez, je vais terminer là. Merci à vous tous. Merci de votre écoute. En tout cas, sachez bien que la fédération d'aujourd'hui, c'est pas un bateau sans capitaine, sans équipe de matelots. Hein. C'est la fédération d'aujourd'hui, c'est celle qu'on vous a fait avec une équipe et avec un état d'esprit que je vous ai en partie présenté. Non, ceux qui veulent pas voter pour moi, c'est pas grave. Mais mon équipe, elle est béton, ne l'oubliez pas, et vous pouvez en tout cas la porter à l'administration de la fédération. Elle sera bien gérée, elle sera bien conduite. Merci à vous tous et à bientôt.